Bonjour tout le monde, je vais présenter aujourd'hui un article qui s'appelle D'accord. L'Outcomes from the Vascularization for Acute Lower Limb Ischemia qui a été publié dans l'European Journal of Vascular and Endovascular Surgery en 2026. Comme on connaît tous, l'ischémie aiguë des membres inférieurs représente une urgence vitale et fonctionnelle immédiate avec une forte morbimortalité associée qui peut atteindre 30% de mortalité à un an post-l'événement. Et malgré l'essor des techniques endovasculaires et hybrides, il manque toujours des données multicentriques robustes à long terme qui comparent les différentes techniques de chirurgie utilisées pour ce problème, la chirurgie ouverte, la chirurgie endovasculaire et la chirurgie hybride. Donc, cette étude est venue comme objectif d'analyser les résultats périopératoires et à moyen terme après revascularisation pour une ischémie aiguë du membre inférieur en comparant les trois modalités, l'ouverte, l'endovasculaire et l'hybride, quand même pour fournir des données ajustées robustes pour neutraliser les biais de sélection et les différences initiales entre les groupes de traitement. Donc, c'est une étude observationnelle, rétrospective et multicentrique qui a été faite dans 20 centres de chirurgie vasculaire de référence, 19 en Europe et un centre en Nouvelle-Zélande, entre janvier 2016 et novembre 2024, avec une collecte des données standardisées selon les définitions et les standards de l'American Heart Association et la Society of Vascular Surgery. Les critères d'inclusion dans cette étude étaient tous les adultes plus que 18 ans avec une ischémie aiguë des membres inférieurs symptomatiques, à condition que les symptômes soient dans les 14 jours, dans les premiers 14 jours, et qui sont traités par revascularisation par n'importe quelle méthode des trois, ouverte, endo ou hybride. Les critères d'exclusion étaient les patients traités par un traitement conservateur uniquement, l'amputation primaire d'emblée, les traumas vasculaires, les causes non occlusives et les anévrismes de l'artère poplitaire. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils reprennent toujours, parce qu'il y a un manque de précision là-dessus, ils reprennent la définition de l'ischémie aiguë comme étant Moins que 14 jours. moins de 14 jours. Voilà. Je pense que Mais tous les patients qui sont présentés, on va voir, c'était des patients qui ont eu les symptômes qui sont présentés après 7 jours, moins que 7 jours pour les symptômes, avec un moyen de 2 plus moins 0,5 jours. alors, c'est une définition, je pense que c'est C'est vraiment. une définition que l'American Heart Association et la Société de chirurgie vasculaire qui les a mis, les 14 jours comme ça. Ouais, mais il faut être prudent parce que on sait très bien quand on examine dans des patients, il suffit qu'il n'ait pas toute sa tête, des pattes, Ouais, etc., que c'est pas facile, ça c'est d'une part. Et puis d'autre part, c'est pas parce que ça fait 14 jours que le thrombus, lui, a 14 jours. Si on a un vieux thrombus qui est dans les cavités cardiaques depuis des années ouais, et qui tout d'un coup et c'est barré. est séparé, on n'est pas sur un thrombus frais. Donc c'est une définition basée sur les symptômes Et pas sur les causes. et qui en fait, et plus que ça, c'est sur la qualité du thrombus. En fait, Ouais, elle permet pas de définir à 100% la qualité du thrombus. Bon, ouais. c'est un point important, ça, à garder en tête. Donc, il y avait 1259 patients avec un âge moyen de 72, à peu près une égalité entre les deux sexes, et 3,3% des patients qui se présentent avec une atteinte bilatérale. Il y avait 701 patients qui sont traités par chirurgie ouverte, 254 par endovasculaire et 302 en chirurgie hybride. À noter que la plupart des patients traités par chirurgie ouverte étaient de stade 2B de Rutherford, tandis que les patients traités par l'endovasculaire étaient à peu près 39% de stade 2A et pareil, 42% de stade 2A pour la chirurgie hybride, ce qui va créer de BI par rapport aux résultats, vu la différence de stade chez différents types de traitements. On revient un petit peu là-dessus. Ouais. Qui décrivent le type de traitement endovasculaire? Non, Non, ils disent pas. non. Fibrinolyse, thromborespiration. Jamais dans toute l'étude, C'est pas il détaillé. détaille pas. Donc ça, c'est une grosse limite. Ouais. Parce que ce qui pourrait expliquer la différence entre les deux. Alors, vous connaissez la Rutherford ou pas? Donc, 1, c'est les patients qui ne sont pas symptomatiques. 2A, ce sont des patients qui ont un déficit sensitif. 2B, c'est un déficit moteur. Et 3, c'est une Dépassé. ischémie dépassée.
Et donc, souvent, alors, même si c'est pas tout à fait comme ça dans les guidelines, mais souvent, par exemple, tout ce qui est fibrinolyse, on la propose pour du stade 2A ou 1 et pas 2B, parce que 2B, comme il y a un déficit moteur, on doit revasculariser dans les 4 heures. Et comme vous savez que la fibrinolyse, elle nécessite un jour, enfin, au moins 1 ou 2 jours de traitement pour être efficace. Donc, ce qui peut expliquer aussi pourquoi on a plus d'endovasculaire dans le stade 2A, parce qu'il y a probablement une prépondérance de la fibrinolyse par Ouais. rapport au stade 2B. Et les nouvelles techniques, pour finir là-dessus, les nouvelles techniques endovasculaires, bon, que ce soit la thrombectomie mécanique C'est pas la ou fibrinolyse. comment dire, la thromboaspiration, ont des techniques de débulking, c'est-à-dire qu'elles vont, au même titre que la Fogarty, être capables de retirer le caillot et de revasculariser le patient. Et donc, ces deux techniques-là, qui sont la thromboaspiration et la thrombectomie mécanique, donnent la possibilité de traiter des ischémies 2B. Et je pense que là-dessus, notamment avec le profil des centres très français, à mon avis, il y a peu de thrombectomie mécanique et de Mais il détaille thromboaspiration. pas du tout. Il dit juste chirurgie endovasculaire. Ouais. Donc, comme on a dit, il y a 55% des patients qui étaient traités par chirurgie ouverte, 20% en endovasculaire et 24% en hybride. À noter Pareil que pour l'hybride, comment ils le définissent? Est-ce que c'est deux techniques pendant la même procédure ou est-ce que c'est deux techniques pendant la même hospitalisation? il détaille pas Ils ne là-dessus. détaillent pas. Mais je vais venir sur ça, sur la définition, je pense sur la même intervention. Le groupe chirurgie ouverte, donc le groupe chirurgie ouverte présente une ischémie plus avancée et plus de comorbidité. À noter qu'il y a 72 procédures aorto-iliaques qui ont été réalisées, toutes par voie endovasculaire. Le critère de jugement principal, c'est un critère composite à 3 ans, l'amputation majeure plus et ou décès. Les critères secondaires, c'est la mortalité périopératoire, l'amputation majeure, l'insuffisance rénale aiguë et la réintervention. Pour répondre à votre question, je pense que comme la définition qui était prise pour le succès technique, c'était un achèvement de la procédure telle que planifiée sans intervention interprocédurale supplémentaire non prévue avec au moins une artère patente jusqu'au pied. Donc, je pense qu'il y a en considération une forme d'intervention. L'insuffisance rénale aiguë, c'était défini selon les critères Kelligo, basé sur la créatinine dans les 48 heures suivant de la procédure. Et l'amputation majeure était définie comme une amputation au-dessus de cheville. Euh, les méthodes statistiques utilisées sont les modèles de Cox, avec le multivarié ajusté, l'âge, le sexe, le stade de Rutherford et la maladie rénale chronique. Et le modèle de Fine-Gray utilisé pour l'analyse de l'amputation en prenant le décès comme un événement compétitif. On va voir l'importance de ces modèles pour essayer au maximum d'éliminer le BI créé avec les multiples multivariés et surtout le stade de Rutherford aux présentations. Donc, les résultats à 30 jours montrent une mortalité à 12% avec la chirurgie ouverte, comparé à 3% avec la chirurgie endovasculaire et 7% avec la chirurgie hybride. Une amputation majeure à 30 jours de 10% avec la chirurgie ouverte, 8% avec la chirurgie endovasculaire et 7% avec la chirurgie hybride. On peut remarquer la différence entre la chirurgie ouverte et la chirurgie endovasculaire en termes de mortalité et à peu près les mêmes chiffres en termes d'amputation majeure. Et pareil pour l'insuffisance rénale aiguë, les statistiques ont montré que la chirurgie endovasculaire est mieux en gardant la fonction rénale. Donc, l'approche endovasculaire est associée à une réduction significative de la mortalité précoce et du risque d'insuffisance rénale aiguë par rapport à la chirurgie ouverte. Peut-être pour revenir un petit peu en arrière. Ouais. Donc, sur les décès, ça bouge. Et sur l'insuffisance rénale, C'est un peu mieux au niveau de l'endo vs chirurgie ouverte. ouais, c'est pas ajusté du tout au type de Non, patient, hein. là, c'est pas ajusté. Les études ajustées, c'est ici. C'est le suivi sur 3 mois. Donc, quand on peut regarder sur les résultats nets, non ajustés, que le taux de réintervention avec la chirurgie endovasculaire était un peu plus élevé que la chirurgie hybride et que la chirurgie ouverte. Le taux d'amputation à 3 ans
est beaucoup plus élevé que la chirurgie hybride et la chirurgie ouverte. Et pour le décès, on voit que le taux de décès après une chirurgie ouverte à 3 ans est un peu plus élevé que les autres. Ça, c'est ces estimations brutes, sans Alors, analyse ajustée. avant ça, pourquoi ils vont chercher 3 ans? Enfin, je ne vois pas la relation entre un geste de désobstruction ou Pour une ischémie ischémie aiguë aiguë et et une 3 ans, analyse sur l'amputation et la réintervention 3 ans plus tard. c'est en termes d'amputation à 3 ans. L'amputation, elle doit se faire dans les 6 mois qui viennent, en fait, Ouais. après le Et geste. surtout, je pense que il se base sur le premier statistique qu'on a d'une étude de l'année 90 qui dit que le taux de mortalité à 1 an est 30% après une ischémie aiguë. Je pense C'est plus du tout le cas sur les études récentes, c'est plus du tout le cas. C'est beaucoup moins que ça. qu'il Ouais, ils note le montrent d'ailleurs, hein, que c'est comme ça. dans l'introduction de mort. Je suis étonné qu'ils viennent chercher les critères à 3 ans. Moi, c'est ça qui me. Je ne comprends pas pourquoi le rationnel pour aller chercher à 3 ans. Je pense que c'est juste le follow-up pour avoir un Et follow-up un peu plus élevé du midterm, comme ça, comme ça, le papier il est bien accepté, ce quelque part ailleurs, comme dans European Journal. Parce que si ça va être un an, ils vont dire ça c'est les résultats précoces et donc c'est pas trop bien, le papier il va pas du tout pouvoir, mais là c'est comme c'est 3 ans, ça va être Ah oui. en follow-up qui est assez très long, donc comme ça c'est réduit à des vitesses quelque part ailleurs. Ouais, et la question qu'on peut se poser, est-ce que les événements qui arrivent 3 ans plus tard sont-ils en relation avec la procédure ADEX qu'on étudie ici? Et donc, moi, je sais pas, parce que le problème, là, ils disent pas, je sais pas, mais ils disent pas s'il est malade qui a un peu préexisté, condition préexistante, s'ils disent, elle est suivie pour un neuromie stade 3 par exemple, et elle est bouchée d'un coup, ou un stade 4 par exemple, et qui est bouché d'un coup. Ça, je pense, oui, il faut suivre à 3 ans, mais c'est un malade qui est avec une artère saine, et après, il a fait une FA qui a embolisé quelque part, qui est traitée. Je pense qu'il n'y a pas de coup de suivi à ouais, 3 ans. de Parce que ça, base, c'est bien, c'est réglé le problème. de base, ils font pas des groupes de patients, ils font des groupes selon le type de chirurgie, pas le cause. Oui, et donc ça, c'est parce qu'on compare techniquement les malades, on compare les apples avec les oranges, parce que vraiment, on compare les choses qui ne compare pas. Parce que les malades, c'est un malade de stade 2, stade 3. S'il est un stade 3, donc il est déjà bouché quelque part, mais donc il a complémenté l'occlusion avec quelque chose, et donc ça, c'est pas du tout le même traitement. Et donc ça, on peut le voir par voie endovasculaire ou par voie hybride, plus que les malades qui sont pas du tout bouchés et qui sont finis avec un aortobie, parce qu'a priori, il y a 44 malades qui sont finis avec un aortobie, donc c'est techniquement, ça va ajouter sur l'insuffisance rénale aiguë, ça va ajouter sur l'immortalité parce qu'ils ont fait un aortobie, parce que c'est une occlusion avec un risque Tous les patients avec une occlusion aortique ont été traités en endovasculaire dans cette étude. endovasculaire. Ouais. On s'écrit, il y avait 44 aortobies. Non, Oui, là. Go à up, tête couverte. after. Oui, là. Procédures aortoiliaques ont été réalisées toutes par voie endovasculaire. Ok, pardon. Ouais. Ce qui est étonnant. OK. Donc là, c'est les résultats avec les analyses ajustées selon le modèle Cox et le modèle Fine-Gray euh, qui montrent, qui est un peu étonnant vu les résultats présentés ici, qui confirme la réduction significative de risque d'amputation avec le traitement endovasculaire contre la chirurgie ouverte. Donc j'ai essayé de comprendre comment fonctionne le modèle Fine-Gray. Et j'ai rien compris. J'ai passé 2 nuits à lire, j'ai rien compris. J'ai utilisé ChatGPT, j'ai utilisé tout. J'ai rien compris. Donc, on peut dire que l'endovasculaire est associé à un risque significativement réduit d'amputation et du décès contre la chirurgie ouverte. Ce qui apporte cette étude, on peut dire, c'est une grande cohorte multicentrique avec 1259 patients qui offre une puissance statistique élevée, des données contemporaines entre 2016 et 2024 qui présentent l'utilisation des techniques d'endovasculaire récentes. Et la suivi étendue, il la met comme il a dit, il la met dans les points forts qu'une suivi étendue sur 3 ans.
et l'ajustement rigoureux incluant le stade de Rutherford, souvent absent dans les études précédentes. L'interprétation des résultats peut dire qu'il y a un contraste important entre l'estimation brute et l'analyse ajustée. Après ajustement, le traitement endovasculaire est associé à un risque réduit d'amputation majeure et une survie comparable à 3 ans entre les trois catégories, ce qui confirme la sécurité de l'approche endovasculaire dans l'ischémie aiguë des membres inférieurs. Les limites de l'étude sont les BI de sélection inhérents au design observationnel rétrospectif, la variabilité potentielle des pratiques entre les 20 centres participants, la nécessité des essais randomisés contrôlés pragmatiques et le besoin de confirmer l'efficacité clinique et le rapport coût-efficace à grande échelle. Et comme vous avez dit au début, qu'il détaille pas le traitement endovasculaire, c'est quel type, et c'est juste ils disent traitement endovasculaire sans définition. C'est thromboasphyse, c'est Ouais, fécondinolyse. alors ça, c'est un truc qui m'agace encore. Nécessité urgente d'essai randomisé, contrôlé pragmatique. Alors, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu ça, c'est-à-dire que pragmatique, c'est qu'on va randomiser endo-open. C'est ce qui se passe actuellement en Angleterre, ils ont démarré ça. Mais dans le groupe endo, ils font aucune distinction entre le type de traitement endo, c'est-à-dire Ouais. fibrinolyse, On thromboaspiration. va tomber sur Et donc, c'est la négation de ce qu'on appelle un effet de classe. C'est-à-dire qu'ils admettent, enfin, c'est pas la négation, justement, c'est l'affirmation d'un effet de classe, c'est-à-dire qu'ils admettent que ça veut dire l'effet de classe, c'est-à-dire que l'ensemble des thérapeutiques a les mêmes avantages et les mêmes inconvénients. Ouais. C'est ça l'effet de classe. Ouais. Et donc, quand on fait un essai randomisé pragmatique, c'est qu'on admet que dans le groupe endovasculaire, toutes les techniques, encore une fois, fibrinolyse, thromboaspiration, sont pareilles, ont les mêmes avantages, ont les mêmes risques, ont les mêmes contre-indications. Et c'est pas le cas. Ben, je pense très fortement, effectivement, comme pour les dispositifs actifs, ce n'est pas le cas. Un ballon actif n'est pas la même chose qu'un stent actif. Ouais. Et donc là, c'est la négation de la spécificité d'un device par rapport à une indication d'une lésion, par rapport à une lésion ou par rapport à un patient. Donc, l'implication clinique majeure de cette étude que l'approche endovasculaire constitue une alternative sûre et efficace pour le traitement de l'ischémie aiguë du membre inférieur, parce que c'est un risque réduit d'amputation à long terme et devrait être envisagé selon le profil de patient. Thank you. Et Mais on peut pas, je pense, on peut pas du tout baser sur ça parce que les traitements endovasculaires sont assez très différents. Pour faire thromboaspie qui fait pas d'insuffisance rénale aiguë, l'épinobras par exemple, il fait pas d'insuffisance rénale aiguë, mais l'angiogène, il fait le cytolyse, il fait l'insuffisance rénale aiguë. c'est un très bon exemple. Et donc, C'est un très bon exemple. Effectivement, où on peut pas dire effectivement que tous les dispositifs alors peut-être l'angiogène a des avantages techniques par rapport à thromboaspiration, ou peut-être pas, mais en tout cas, on peut pas comparer les deux. Ça, c'est sûr, je suis d'accord. Et on revient, ce qui est peut-être intéressant aussi de retenir, c'est les taux brut d'amputation ou de décès. Peut-être pas à 3 ans, parce que je trouve que c'est plus relatif à la pathologie, mais à 30 jours. Donc là, on a 12% de décès à 30 jours, 3% en endovasculaire et 7% en hybride. Et les amputations majeures, c'est quand même assez élevé. Hein. Le problème, c'est qu'au départ, là, c'est pas juste. Enfin, on a dit, les malades, enfin, ouvert, c'est les malades plus graves. Oui, de base, C'est des malades groupe B, alors que les malades en endo, c'est des malades 2A. Et potentiellement, qui vont arriver avec c'est pour ça on voit les 10% d'amputation dans la chirurgie ouverte. Alors, je suis tout à fait d'accord, pas de problème là-dessus. Non, c'était simplement pour vous montrer un petit peu le range les écarts, enfin pas les écarts, mais à peu près les variations qu'on a dans les taux d'amputation. En fait, de cela, je dirais, voilà, à 30 jours, on a une ischémie aiguë, quelle que soit la méthode de traitement, c'est entre 3 et 7% de décès, c'est entre 7 à 10% d'amputation. C'est juste pour donner cette notion-là. C'est pas l'idée de comparer. J'ai simplement le taux d'amputation entre 7 et 10%. Est-ce que, la question que je vous posais, est-ce que vous avez l'impression qu'en cas d'ischémie aiguë, on est à 7 à 10% d'amputation majeure? non, plus. Plus. J'arrive pas à dire. En fait, c'est pour ça. Ça dépend du stade du patient. Si oui. je vois un stade de là, c'est tout stade confondu, justement. Ouais. C'est difficile à dire. C'est difficile. Il faut l'état de base, pas l'état des artères aussi de base. Ouais. Donc, ce qui montre ici un petit peu, c'est que quand un patient rentre en ischémie aiguë, quelle que soit sa cause, quel que soit son stade, quelle que soit sa technique, on a 7 à 10% d'amputation majeure à 1 mois.
Je crois que c'est un truc un peu important lorsqu'on reçoit des familles ou des patients qui ont une ischémie aiguë. Là, on prend l'ensemble des ischémies aiguës traitées. On voit que le taux d'amputation varie de 7 à 10%. Je pense que c'est un message important à délivrer Ouais. à la famille. Et évidemment, il y a le taux d'amputation majeur, quel que soit le stade ou la technique, il est relativement étroit, quoi, hein. On passe pas de 1% à 20%. On est entre 7 et 10% à peu près. Je pense que c'est un chiffre qu'on doit garder peut-être en tête. Et taux de mortalité également entre 3 et 12%. Donc, voilà. Je pense que c'est des notions importantes dans notre pratique quotidienne à partager avec les patients ou la famille quand on les prend en charge. Ça veut dire que du coup, à un mois, il y a autant enfin, le risque de mortalité et le risque d'amputation majeure est le même. Pour la chirurgie Ça me ouverte, paraît entre 10 et 12%. 10 pour Ah, l'amputation. il est le 12 même. pour Qu'est-ce que tu entends par le même? 12% de risque de mortalité en chirurgie ouverte, 10% de risque d'amputation majeure. Enfin, c'est très proche, quoi. J'ai pas l'impression que. Bah, ils ont les deux, hein. Ils n'ont pas soit l'un soit l'autre d'ailleurs, hein. Oui. L'amputation majeure n'empêche pas de mourir quelques jours après, hein. Juste pour noter que la mortalité, le cause de mortalité, c'était, pour l'étude, c'était n'importe quelle cause, pas que vasculaire. Et une question, et donc techniquement, on peut dire c'est le taux de complication, soit mort, soit décès, soit amputation, c'est 22%. Non, parce que je pense que Non. On va dire ça. Je pense qu'on peut dire que c'est grave. Voilà. Voilà, mais je dis, mais c'est pour oui. On peut dire à la famille que c'est grave. Ouais, je pense que quand on a dit, voilà, enfin bon, C'est c'est un peu rude, mais présenter des choses comme ça, je veux dire, dans le mois qui suit, il y a quand même presque 10% de mortalité et presque 10% d'amputation. Voilà, l'un ou soit l'autre. Donc c'est 80 ans, grave à terre, machin. Très bien, la courbe de. Ça va évoluer. La façon, ça va évoluer. Et ce qui veut dire aussi que je pense que ce sera très difficile de montrer une différence d'efficacité sur la mortalité ou l'amputation, les deux combinés, pour une technique par rapport à une autre. Parce qu'on est sur des chiffres qui sont très proches et que vous savez que plus il y a peu de différence, plus il faut des nombres de patients très importants. Donc là, c'est des études à plusieurs milliers de patients dans chaque groupe. Donc les études randomisées sont très difficiles pour ça. Ok, il ne parle pas des durées d'hospitalisation? Non. Très bien. Merci.